Le commandant allemand s'effondra face contre terre dans la boue, à 23 mètres de son abri. La balle traversa son crâne selon un angle qui n'avait aucun sens. Les officiers du contre-espionnage de la Wehrmacht passèrent 17 heures à calculer la trajectoire du tir. Leur calcul indiquait une position à 240 mètres au nord-ouest, un entrepôt abandonné aux fenêtres brisées. Quand le groupe d'assaut de 9 soldats arriva sur place, ils ne trouvèrent que des douilles vides vieilles de 3 semaines et des trous de rats. 2 jours plus tard, un autre officier tomba, puis encore un autre. Toujours au crépuscule, toujours d'un seul tir, toujours selon un angle impossible. Au 10e jour, les Allemands avaient perdu 53 officiers, 53 commandants qui coordonnaient les frappes d'artillerie, planifiaient les offensives, géraient la défense de sections entières du front. Chaque tir provenait d'un endroit où le sniper n'était pas. Chaque trajectoire pointait vers le vide, mais quelqu'un tirait, quelqu'un qu'on ne trouvait jamais. Le matin du 11 août 1943, le commandement allemand offrit une récompense de 5000 Reichsmark pour la tête du tireur fantôme. Sopiek, il ne savait même pas s'il cherchait une seule personne ou un groupe entier. Il savait seulement que chaque soir, leurs officiers mouraient de balles, qui ne pouvaient pas exister. Et le sniper continuait à tirer. Le sergent-chef Danil Konstantinovitch Sokolov avait 31 ans. Il était né à Toula dans une famille d'armuriers, où il apprit à comprendre le métal avant d'apprendre à lire. Son père fabriquait des fusils de chasse pour l'élite moscovite. Et le petit Danil passait les soirées à l'atelier, observant les mains de son père transformer l'acier froid en instrument de mort précis. Avant la guerre, Sokolov travaillait comme maître dans l'usine d'armement de Toula. Il n'assemblait pas simplement des fusils, il les comprenait. Il comprenait comment la température du canon affecte la trajectoire de la balle, comment l'humidité de l'air déforme la visée, comment la respiration du tireur peut décaler le tir de 3 cm à une distance de 300 mètres. Quand la guerre commença, Sokolov avait 29 ans. Il s'engagea comme volontaire la première semaine, non par élan patriotique, bien qu'il aimât sa patrie, non par haine des Allemands, bien que la haine vint plus tard. Il partit au front parce qu'il savait que ses compétences étaient cela nécessaires là où se jouait le destin du pays. En août 1943, Sokolov avait passé 22 mois au combat. Il servait comme sniper dans la 128e division de fusiliers sous Stalingrad. Ensuite, on le transféra sur le saillant de Koursk, puis sur la libération de l'Ukraine de la rive gauche. À son actif, 117 éliminations confirmées, 117 soldats allemands qui ne rentreraient plus jamais chez eux. Mais les chiffres ne racontaient pas toute l'histoire. Sokolov était méthodique jusqu'à l'obsession. Il tenait des notes de chaque tir dans un carnet usé. Distance, vent, température, humidité, heure du jour, résultat. Ses camarades plaisantaient Yardo qu'il traitait le métier de sniper comme une science et non comme une guerre. Ils ne comprenaient alors pas que pour Sokolov c'était bien une science, la science de la survie. Son visage était tanné avec de profondes rides autour des yeux, à force de plisser constamment les paupières dans la lunette optique. Mains calleuses, avec des brûlures de douille chaudes et des coupures de barbelés. Il était maigre, comme la plupart des combattants du front à cette époque, mais dans ses mouvements, on sentait la force animale d'un homme habitué à porter un sac à dos de 20 kg à travers des villes détruites. Sokolov avait une particularité qui le distinguait parmi les autres snipers. Il ne célébrait jamais les éliminations. Quand les autres fêtaient les tirs réussis en se tapant dans le dos et partageant le dernier tabac, Sokolov notait silencieusement les données dans son carnet et se préparait pour la mission suivante. Non parce qu'il était insensible, mais parce qu'il comprenait que chaque Allemand qu'il tuait était le fils de quelqu'un, le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un, comme chaque soldat soviétique que les Allemands tuaient. La guerre n'était pas un jeu pour Sokolov, c'était un travail, sale, sanglant, nécessaire. Et début août 1943, ce travail se heurta à un problème qui pouvait le tuer. Le premier à mourir fut Vassili. Le sergent-chef Vassili Gromov était le meilleur correcteur de tir du bataillon. Il avait 20 ans. Il venait de Voronezh, souriait toujours, même quand les obus explosaient autour. Sokolov travaillait avec lui depuis 4 mois. Ils n'étaient pas amis. Au front, l'amitié était un luxe que peu pouvaient se permettre, mais ils formaient une bonne équipe. Cela arriva le 19 juillet 1943.
Sokolov prit position au 3e étage d'une école détruite dans la banlieue de Kharkov. Gromov s'installa un étage plus bas avec des jumelles et une radio. L'objectif était simple. Un poste d'observation allemand dans la tour du château d'eau à 700 mètres au nord-est. De là, le correcteur allemand dirigeait le tir d'artillerie sur les positions soviétiques depuis déjà 3 jours. Il fallait l'éliminer. Sokolov fit le tir. Touché en plein. L'Allemand tomba. Mission accomplie. Mais 90 secondes plus tard, le bâtiment trembla sous l'explosion d'un obus de mortier. Les Allemands avaient déjà calculé leur position d'après l'éclat du tir. Le second obus tomba exactement dans la fenêtre du 2e étage où se trouvait Gromov. Quand Sokolov descendit, de Vassili ne restait qu'un corps calciné et une odeur de viande brûlée. Sokolov comprit que les Allemands avaient repéré sa position en moins de 2 minutes. Le suivant fut Piotr Kovalev, 42 ans, sniper avec une expérience remontant à la guerre de Finlande. 17 août, matin. Kovalev prit position dans la cave d'un immeuble résidentiel, tira à travers une étroite embrasure dans la maçonnerie, tua un officier allemand des transmissions. 4 minutes plus tard, le mitrailleur allemand avec une MG-42 cribla tout le mur derrière lequel se cachait Kovalev. Les balles de calibre 7,92 mm transpercèrent la brique comme du papier. Kovalev fut trouvé mort avec 37 blessures par balle. Puis Mikhail Stepanov, 24 ans de Leningrad, avant la guerre travaillait comme ingénieur à l'usine Kirov. Il fut tué le 23 juillet. Tira depuis le grenier d'une grange. Les Allemands répondirent avec un lance-flamme réactif. Stepanov fut brûlé vif. Début août, le bataillon avait perdu 11 snipers en 3 semaines, 11 des meilleurs tireurs qu'on avait formés pendant des mois. Ce qui les tuait n'était pas la précision allemande, c'était la vitesse de détection allemande. Le problème était simple et mortel. Chaque tir créait un éclair. Chaque éclair révélait la position. Les Allemands avaient posté des observateurs avec des jumelles sur chaque bâtiment clé. Dès qu'un sniper tirait, il avait entre 90 secondes et 5 minutes pour quitter la position. S'il restait plus longtemps, l'artillerie arrivait, les mortiers ou les tirs de mitrailleuses. La doctrine soviétique proposait une solution simple, tir et pars. Un tir, une position. Ne tire jamais 2 fois du même endroit. Mais cette tactique avait un énorme défaut. Elle transformait les snipers en fugitifs. Au lieu de contrôler le territoire, ils couraient d'un abri à l'autre, réussissant à faire 1 ou 2 tirs par jour. Leur efficacité chutait. Les officiers allemands se sentaient à nouveau en sécurité. Sokolov voyait comment cela fonctionnait. Il appliquait lui-même cette tactique après la mort de Gromov. Tire et court, tire et court. En 2 semaines, il changea 23 positions, tua 18 Allemands. Mais chaque fois qu'il quittait un nouveau bâtiment, il sentait qu'il perdait. Le problème était plus profond que la simple survie. Le problème était le contrôle. Les snipers allemands agissaient différemment. Ils occupaient une bonne position et la tenaient pendant des jours. Ils avaient des suppresseurs d'éclat sur les canons. Ils avaient des abris spéciaux avec plusieurs embrasures. Ils tiraient à des distances de 800 à 900 mètres où les fusils soviétiques perdaient en précision. Mais surtout, ils avaient le temps d'observer, le temps d'attendre, le temps de choisir les cibles. Les snipers soviétiques n'avaient pas ce temps. Ils étaient des chasseurs eux-mêmes, traqués. Le 3 août, le commandant du bataillon, le major Kuznetsov, rassembla tous les snipers restants. Ils étaient des 16. Kuznetsov était un homme lourd, d'une 50aine d'années, avec une cicatrice sur toute la joue gauche reçue pendant la Première Guerre mondiale. Il n'aimait pas les paroles vides. « Camarades snipers », dit-il en regardant l'assemblée. « Le mois dernier, nous avons perdu 11 tireurs. C'est inacceptable. Les Allemands ont appris à nous trouver. Ils repèrent pourquoi les éclairs des tirs et couvrent les positions de feu plus vite que vous n'avez le temps de battre en retraite. » Il sortit une carte et la déroula sur la table. « Vous voyez cette zone. » Son doigt indiquait un secteur entre 2 usines détruites. C'est un territoire neutre. 400 mètres d'espace ouvert. Nos troupes à droite, les Allemands à gauche. Qui contrôle cette zone contrôle l'approche du pont sur la rivière Oudi. Et qui contrôle le pont contrôle l'approvisionnement pour 3 bataillons. Il regarda les snipers. Actuellement, les Allemands contrôlent cette zone. Leurs snipers sont assis dans des fortifications en béton de l'autre côté et tirent sur
tout ce qui bouge. Nous avons essayé de les déloger, envoyé 4 de vos camarades. Tous les 4 sont morts, non parce que les Allemands tirent mieux, mais parce qu'ils savent d'où nous allons tirer et sont prêts à répondre avant que nous ayons le temps de partir. Le silence dans la pièce était oppressant. Nous n'avons pas de suppresseur d'éclat, continua Kuznetsov. Nous n'avons pas de fortification en béton. Nous n'avons pas de fusil avec des lunettes pour tirer à 900 mètres. Nous avons seulement des Mosin standards avec optique PU et votre maîtrise. C'était suffisant il y a 1 an. Maintenant, ce n'est plus suffisant. Il ferma la carte. Trouvez une solution ou préparez-vous à mourir. Après la réunion, Sokolov retourna à son abri. C'était un trou de 2 mètres de profondeur, couvert de rondins et de terre, avec une entrée étroite fermée par une toile de tente. À l'intérieur, il y avait un bas-flanc en planche, une caisse de munitions, une lampe à pétrole et son fusil. Sokolov s'assit sur le bas de flanc et sortit son carnet. Il feuilleta les pages remplies de chiffres et de schémas. Chaque tir des 22 derniers mois, chaque opposition, chaque résultat. Il voyait le schéma. Sur 117 de ces éliminations, 92 avaient été faites au premier tir depuis une nouvelle position, 23 au deuxième tir quand il risquait de rester sur place, seulement 2 au troisième tir. Cela signifiait qu'après le premier tir, ses chances de survie chutaient de 70%. Après le deuxième, encore de 80%. Les mathématiques étaient impitoyables. S'il continuait à tirer comme avant, il serait mort dans 2 à 3 semaines. Les statistiques ne mentent pas. Sokolov ferma le carnet et regarda son fusil. Mosin modèle 1891-1930 avec lunettes optiques, fiable, précis à des distances jusqu'à 500 mètres, tuant d'un seul tir. Mais chaque fois qu'il appuyait sur la gâchette, la poudre s'enflammait dans le canon, créant un éclair brillant visible à 1 km au crépuscule. Cet éclair était sa condamnation à mort. Sokolov connaissait les suppresseurs d'éclat. Les Allemands les utilisaient sur certains fusils, mais l'industrie soviétique ne les produisait pas pour les Mosin. Même si elle les produisait, où pourrait-il se les procurer dans Kharkov détruit, où il n'y avait pas d'approvisionnement normal, même en munitions? Il pouvait essayer de fabriquer un silencieux artisanal, mais cela réduirait la vitesse de la balle à la bouche, ce qui gâcherait la précision. À des distances de 300 à 400 mètres, chaque mètre par seconde comptait. Il pouvait tirer depuis des locaux fermés où l'éclair était plus difficile à repérer, mais alors il n'aurait pas de vue. Et un sniper sans vue est un sniper mort. Le problème semblait insoluble. Sokolov éteignit la lampe et s'allongea sur le bas de flanc. De l'extérieur parvenaient les sons lointains de la canonnade d'artillerie. Quelque part à l'ouest, un combat faisait rage. Quelque part, des gens mouraient. Quelque part, des snipers allemands étaient assis dans leurs fortifications et choisissaient calmement leurs cibles, sachant que les tireurs soviétiques ne pourraient pas riposter sans risquer d'être tués. Sokolov ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Devant ses yeux surgissait le visage de Vassili Gromov, 20 ans, souriait toujours. Mort parce que les Allemands avaient calculé leur position en 90 secondes. 90 secondes. C'était le nombre clé. 90 secondes du tir au premier obus de riposte. Si Sokolov pouvait faire en sorte que les Allemands le cherchent ailleurs que là où il se trouve, il aurait le temps. Le temps de faire un deuxième tir, un troisième, peut-être même un quatrième. Mais comment forcer les Allemands à le chercher au mauvais endroit? La réponse ne vint pas immédiatement. Elle se forma lentement pendant 3 nuits blanches, tandis que Sokolov restait couché dans son abri et ressassait la même pensée. L'éclair révèle la position parce qu'il indique la direction du tir. Les observateurs allemands voient l'éclair, déterminent l'angle et quelques secondes plus tard, les obus volent dans cette direction. Mais si l'angle était erroné, et si la balle sortait d'un endroit et l'éclair indiquait un autre, et s'il était possible de faire en sorte que la trajectoire de la balle ne coïncide pas avec la ligne du canon. Cette pensée était folle. Elle contredisait tout ce qu'on enseignait aux snipers. La balle vole en ligne droite du canon à la cible avec correction pour la gravité et le vent. C'est une loi de la physique. On ne peut pas simplement prendre et modifier la trajectoire de la balle après le tir. Où le peut-on? Sokolov se souvint de son père. Se souvint comment le vieil homme lui montrait les canons de chasse incurvés qu'on fabriquait spécialement pour tirer depuis des abris. La balle ne sortait pas droit devant mais en angle.
Bien sûr, la précision de tels canons était terrible, mais l'idée même était que la trajectoire pouvait être modifiée. Le 5 août la nuit, Sokolov se leva du bas de flanc, alluma la lampe à pétrole et sortit son carnet. Il commença à dessiner des schémas. Canon de fusil, balle, angle de déviation, distance à la cible. S'il pouvait dévier la balle de 5 à 7 degrés juste après le tir, l'éclair indiquerait une position et la balle volerait depuis une autre. Les Allemands couvriraient de feu un endroit vide et lui resteraient indemnes. Mais comment faire ? Sokolov pensait au canon incurvé, mais courber le canon du Mosin était impossible sans équipement spécial, et le fusil après cela deviendrait inutile pour un tir normal. Il pensait au ricochet, mais contrôler un ricochet était impossible. La balle pouvait rebondir n'importe où. Il pensait, et là il se souvint. Il y a 3 ans encore, à l'usine de Toula, il testait un nouveau type de lance-grenade. Les ingénieurs avaient développé un embout pour canon qui changeait l'angle de tir. L'embout était un tube incurvé qui se fixait à la bouche. La grenade entrait dans le tube, les gaz de poudre l'accéléraient et elle sortait à un angle de 45 degrés. Cela permettait de tirer depuis les tranchées sans se montrer. Le projet fut abandonné. Le lance-grenade s'avéra trop imprécis et encombrant, mais l'idée était bonne. S'il pouvait fabriquer un embout similaire pour fusil, léger, compact, avec un petit angle de déviation, il pourrait changer la direction visible du tir. Sokolov saisit un crayon et commença à tracer. L'embout devait être en métal résistant, capable de supporter la pression des gaz de poudre. Il devait être assez court pour ne pas trop réduire la vitesse de la balle. L'angle de courbure devait être petit, 5 à 7 degrés, pour que la balle ne perde pas sa stabilité en vol. Mais surtout, il devait être amovible, car tirer à travers un embout courbé, sur de grandes distances, était impossible. La précision serait trop faible. L'embout n'était nécessaire que pour tromper les observateurs. Après le tir, on pouvait l'enlever et tirer normalement. Ou, Sokolov s'arrêta. Ou on pouvait l'utiliser en permanence, non pour un tir précis, mais pour créer une illusion. Si les Allemands pensaient qu'ils tirent d'un endroit, alors qu'en réalité, il est dans un autre. Il imagina la scène. Il est assis dans un bâtiment détruit dans la pièce de droite. Il sort le fusil par la fenêtre de droite, mais avec l'embout qui dévie la balle vers la gauche, il tire. L'éclair restait visible dans la fenêtre droite. Les observateurs allemands repèrent la position. Fenêtre droite, 3e étage. 1 minute plus tard, l'artillerie frappe la fenêtre droite, mais Sokolov est assis dans la pièce gauche, entier et indemne. Et puis il peut tirer encore et encore et encore, parce que les Allemands continueront à le chercher là où il n'est pas. Cela pouvait marcher. Cela devait marcher. Sokolov regarda ses mains. Elles tremblaient, non de peur, mais d'excitation. Pour la première fois en 3 semaines, il sentait qu'il avait une chance. Une chance non seulement de survivre, mais de reprendre le contrôle. Il plia le carnet et le cacha dans la poche de sa vareuse. L'aube était dans 2 heures. Il devait trouver du métal, des outils et un endroit où il pourrait travailler sans attirer l'attention. Il avait 10 jours avant le début de la prochaine grande offensive. 10 jours pour créer un dispositif qui changerait les règles du jeu. 10 jours pour apprendre à tirer des balles invisibles. Le 6 août, à 8 h du matin, Sokolov se frayait un chemin à travers les ruines de l'ancienne usine de tracteurs à la périphérie sud de la ville. L'usine avait été bombardée dès 1941, et depuis elle se tenait comme un squelette mort de poutres tordues et d'ateliers effondrés. Les troupes soviétiques ne gardaient pas cet endroit. Il n'y avait rien de précieux. Les Allemands non plus ne prêtaient pas attention aux ruines, trop loin de la ligne de front pour être stratégiquement important. L'endroit idéal pour travailler. Sokolov marchait lentement, contournant les cratères d'obus et les tas de briques cassées. Son sac à dos était lourd. À l'intérieur se trouvaient les outils qu'il avait rassemblés au cours des 2 derniers jours. Lime, scie à métaux, marteau, burin, petit étau qu'il avait échangé aux sapeurs contre 3 paquets de Makorka. Tout cela, il le portait avec lui, sans le laisser dans l'abri. Personne ne devait savoir sur quoi il travaillait. Il trouva un endroit approprié dans la partie d'angle de l'ancien atelier d'assemblage. Ici, une partie du toit était encore conservée, protégeant de la pluie et des regards indiscrets. Un vieux établi, couvert de rouille, se tenait encore près du mur. Sokolov en secoua les éclats de verre et la limaille métallique, disposa les outils et commença à inspecter les lieux.
Il avait besoin de métal. Pas n'importe quel métal. Il avait besoin d'acier robuste, capable de supporter une pression de 3000 atmosphères, qui se crée dans le canon du fusil lors du tir. Le fer ordinaire se déchirerait en morceaux. L'acier mince se déformerait. Il fallait un métal de qualité, et il en fallait beaucoup. Sokolov passa 4 heures dans les décombres de l'usine, fouillant chaque coin. Il trouva des dizaines de morceaux de métal, débris de machines, parties de convoyeurs, morceaux d'armature, mais rien ne convenait. Trop mince, trop fragile, trop rouillé. À 11 heures, alors que le soleil Ito était déjà haut et chauffait les débris métalliques, si bien qu'il était impossible de les toucher à main nue, Sokolov tomba sur une vieille pile de ferraille derrière un mur détruit. Là gisaient des parties d'un quelconque mécanisme lourd, peut-être d'un laminoir ou d'une presse hydraulique. Parmi les débris, il vit ce qu'il cherchait. Une tige en acier épaisse d'environ 40 cm de long, d'un diamètre d'environ 5 cm. Acier à outil de qualité allié, non touché par une corrosion sérieuse. La tige faisait partie d'un quelconque piston, guide. Sokolov ne pouvait déterminer exactement, mais le métal était le bon. Il prit une lime et la passa sur la surface. L'acier était dur, dense, sans fissure. Parfait. Sokolov traîna la tige jusqu'à l'établi. Le poids était d'environ 8 kg. Lourd mais gérable. Il sortit de son sac à dos son carnet et ouvrit la page avec les dessins qu'il avait faits toute la nuit. L'embout devait avoir 2 parties. Une section droite qui se fixe sur la bouche du fusil et une section courbée qui dévie la balle. La partie droite, c'est simplement un tube de diamètre intérieur 7,62 mm pour que la balle puisse passer librement. Longueur de la partie droite, 5 cm, pour se fixer solidement sur le canon. La partie courbée était plus complexe. Il fallait la courber à un angle d'environ 6 degrés, suffisant pour créer une déviation visible, mais pas assez fort pour que la balle perde sa stabilité. Longueur de la partie courbée, 10-12 cm. À la sortie, le tube devait être légèrement élargi pour compenser une éventuelle turbulence. Longueur totale de l'embout 15-17 cm. Poids pas plus de 400 g pour ne pas perturber l'équilibre du fusil. Sokolov posa la tige sur l'établi et commença à tracer. D'abord, il scia un morceau de 18 cm de long avec une marge pour le traitement. La scie à métaux était émoussée et le travail avançait lentement. Le son grinçant de la scie résonnait dans l'atelier vide et toutes les 10 minutes Sokolov s'arrêtait, écoutant si quelqu'un ne venait pas. Mais l'usine était déserte. À 13 heures, il scia l'ébauche. Les mains faisaient mal. La chemise était trempée de sueur. Sokolov sortit sa gourde d'eau et but quelques gorgées. L'eau était tiède et avait un goût de fer, mais il buvait avidement. Puis il essuya le front et se mit à l'étape suivante. Il fallait percer un trou au centre de la tige. C'était la partie la plus difficile. Il n'avait pas de perceuse, seulement une chignole manuelle qu'il avait trouvée dans un tas d'outils chez les sapeurs. Le foret était vieux, plusieurs fois réaffûté, de 8 mm de diamètre. Trop grand pour le trou final. Mais pour commencer, cela suffirait. Sokolov fixa l'ébauche dans l'étau, marqua le centre au pointeau et commença à percer. Le travail était pénible. L'acier dur résistait à chaque tour. Le foret chauffait et Sokolov s'arrêtait constamment pour le refroidir dans l'eau. Les copeaux sortaient en spirale serrée et raflant les mains. Chaque centimètre de profondeur se donnait par la sueur et le sang. À 16 heures, il avait percé un trou sur 6 cm de profondeur. Les mains tremblaient frôlées de fatigue. Les épaules brûlaient, mais il continuait. Encore 2 cm, encore 1, encore 1,5. À 19 heures, le foret sortit de l'autre côté. Sokolov retira l'ébauche de l'étau et regarda à travers le trou vers la lumière. Il était irrégulier, avec des bavures, trop larges, mais cela pouvait être corrigé. Il prit une lime ronde et commença à élargir et égaliser le canal. C'était un travail lent et méticuleux. Il fallait obtenir une surface intérieure parfaitement lisse, sinon la balle s'accrocherait aux irrégularités et sa trajectoire deviendrait imprévisible. Sokolov travailla jusqu'à l'obscurité complète. Quand il devint impossible de rien voir, il alluma un bout de bougie qu'il avait apporté avec lui, le fixa sur l'établi et continua le travail à la lumière tremblotante jaunâtre. À 22 heures, le canal intérieur était prêt. Diamètre 7,75 mm. Un peu plus que le diamètre de la balle, mais c'était même bien. Cela donnerait un certain jeu, réduirait la friction. La surface était lisse.
Sans rayures ni saillie sérieuse, Sokolov éteignit la bougie et sortit des décombres de l'usine. La nuit était chaude, mais nuageuse. On ne voyait pas la lune. Il retournait à son abri par les rues sombres, évitant les patrouilles et les sentinelles. Les mains faisaient si mal qu'il pouvait à peine tenir son sac à dos. Mais dans sa poitrine grandissait un sentiment qu'il avait presque oublié durant les longs mois de guerre. L'espoir. Le 7 août, dès l'aube, Sokolov retourna à l'usine. Il avait 3 tâches: courber le tube à l'angle correct, traiter les extrémités et faire une fixation pour le canon du fusil. Le cintrage était l'étape la plus risquée. Si le métal se fissurait, tout le travail serait gâché. Sokolov savait que l'acier froid ne se plie pas. Il fallait le chauffer à une température d'environ 700-800 degrés, quand le métal devient plastique. Il avait besoin de feu. Il passa la matinée à ramasser des débris de planches, des copeaux et tout ce qui était combustible qu'il put trouver dans les décombres. À midi, il avait un bon tas de bois. Sokolov construisit un foyer improvisé de briques, posa l'ébauche sur les charbons et commença à attiser le feu. Le travail avançait lentement. Le bois ordinaire ne donnait pas une température suffisante. L'acier chauffait, mais pas assez. Sokolov se rappela comment, dans la forge de son père, on utilisait du charbon. Il brûlait beaucoup plus chaud que le bois. Mais où trouver du charbon dans une ville détruite? Sokolov erra dans l'usine encore 1 heure, et dans l'un des entrepôts éloignés trouva de vieux sacs de coke, restes de combustible pour les fours de l'usine. Le coke était humide et aggloméré, mais combustible. Il transporta plusieurs sacs jusqu'à son foyer et versa le coke sur le bois. Le feu s'embrasa avec une nouvelle force. La chaleur devint insupportable. Sokolov recula de quelques pas, protégeant son visage de la main. L'ébauche au centre du feu commença à luire d'un rouge mat, puis d'un rouge vif, puis presque orange. Quand la couleur devint celle qu'il fallait, Sokolov saisit l'ébauche avec des pinces. Il les avait faites de 2 morceaux d'armature et de fils de fer, et la sortit du feu. Le métal luisait comme un morceau de soleil. Il en émanait une telle chaleur que Sokolov sentait la peau de son visage fondre. Il posa rapidement l'ébauche sur l'enclume, un vieux morceau de rail qu'il avait trouvé là même, et commença à plier. Il fallait faire une courbure douce, commençant à environ 5 cm du début de l'ébauche et se terminant vers la fin du tube. Sokolov travaillait vite. Il avait 30-40 secondes avant que le métal ne refroidisse. Il frappait avec le marteau sur le tube, le courbant progressivement. Un coup trop fort, et le tube s'aplatirait. Trop faible, et le métal refroidirait avant de se courber. La première tentative fut infructueuse. Le tube se courba trop brusquement, à un angle d'environ 10 degrés. Sokolov jura pour la première fois de tout le temps de travail et jeta l'ébauche par terre. Le métal siffla au contact de la terre humide. Il attendit que l'ébauche refroidisse, la réchauffa à nouveau et essaya encore. Cette fois, il travailla plus prudemment, porta des coups plus légers, contrôla l'angle. La deuxième tentative fut meilleure. La courbure était douce, de 7-8 degrés, proche de l'idéal. Sokolov plongea le tube dans un seau d'eau. Un sifflement fort retentit et un nuage de vapeur s'éleva vers le plafond. La trempe était terminée. Quand le métal refroidit, Sokolov examina le résultat. La courbure n'était pas mauvaise, mais pas idéale. L'angle variait de 6 à 9 degrés le long du tube. Le canal intérieur se déforma à l'endroit de la courbure, là où le métal se compressa. Il faudrait corriger. Les 2 jours suivants, Sokolov passa à traiter la surface intérieure de la partie courbée. Il utilisa des limes de différentes formes, plates, demi-rondes, triangulaires. Il travaillait millimètre par millimètre, vérifiant la douceur de la surface du bout des doigts. La poussière métallique se coinçait sous les ongles, éraflait la peau, entrait dans les yeux, mais il continuait. Le soir du 9 août, le canal intérieur était à nouveau lisse. Sokolov y fit passer une tige fine pour vérifier. La tige passa librement, sans s'accrocher. Bien. Maintenant, il restait à faire la fixation. Il fallait un moyen de fixer solidement l'embout sur la bouche du fusil, mais de façon à pouvoir l'enlever rapidement si nécessaire. Sokolov décida d'utiliser un raccord fileté. Il tailla un filetage intérieur dans la partie droite de l'embout. Et sur la bouche du fusil, il faudrait mettre un adaptateur avec filetage extérieur. Le filetage, il le tailla avec un tarot qu'il avait obtenu du mécanicien de l'armée, disant qu'il réparait une lunette. Le travail était délicat, un tour incorrect et le filetage se dénudera. Mais les mains de Sokolov se souvenaient de milliers d'heures de travail à l'usine. Le tarot entrait régulièrement, spire après spire. À minuit,
le filetage était prêt. Le 10 août, Sokolov apporta à l'usine son fusil. Jusqu'à présent, il avait travaillé sans lui, prenant les mesures à vue et de mémoire. Maintenant, le moment était venu de vérifier si l'embout convenait. Il inséra l'adaptateur dans la bouche du canon. L'adaptateur était fait d'une douille en laiton de fusil anti-char PTRD. Son diamètre coïncidait presque idéalement avec le diamètre du canon du Mosin. Sokolov avait tourné la douille, taillé le filetage extérieur, et maintenant, elle se fixait fermement sur le canon. Puis il vissa sur l'adaptateur son embout. Il se mit en place fermement, sans jeu. Sokolov le dévissa et le revissa plusieurs fois. Le mécanisme fonctionnait sans à-coups. Il leva le fusil et regarda dans la lunette. À cause de la courbure de l'embout, la ligne de visée ne coïncidait plus avec la direction du canon. S'il visait droit devant, la balle devait partir à droite de 6-7 degrés. Maintenant, il fallait vérifier cela en pratique. Sokolov sortit de l'atelier dans la cour de l'usine. Ici, il y avait un espace relativement ouvert, 60 mètres jusqu'au mur opposé. Il installa une cible, un morceau de planche avec un cercle dessiné au charbon, l'appuya contre le mur et recula de 30 mètres. 30 mètres, c'était peu, mais il n'y avait nulle part pour vérifier une plus grande distance. De plus, il avait juste besoin de s'assurer que l'embout fonctionnait en principe. La précision, il la vérifierait plus tard au front. Sokolov chargea le fusil, se coucha par terre, prit une position stable et visa. Le réticule de la lunette était exactement au centre du cercle. Il expira, retint sa respiration et appuya doucement sur la gâchette. Le coup retentit de façon assourdissante dans l'espace fermé de la cour de l'usine. L'écho se réfléchit sur les murs, roula à travers les ateliers détruits et s'éteignit. Sokolov ne bougea pas pendant quelques secondes, écoutant. Le coup était fort. S'il y avait une patrouille allemande ou une sentinelle soviétique à proximité, il pouvait venir vérifier. Mais c'était silencieux. Sokolov se leva, s'approcha de la cible et examina la planche. Le trou de balle était à droite du centre du cercle, à environ 3,5 cm du centre, sur une distance de 30 mètres. Cela signifiait une déviation d'environ 6,5 degrés. Presque idéale. Sokolov se tenait, regardant l'impact, et pour la première fois en de nombreux jours, se permit de sourire. Non pas un large sourire joyeux, juste un léger mouvement des lèvres, la satisfaction d'un maître ayant vu que son travail était réussi. Cela fonctionnait. Il avait visé le centre de la cible, et la balle était partie à droite. Si un observateur allemand avait vu le flash du tir, il aurait pensé que Sokolov tirait droit devant lui, mais en réalité, la balle volait plus à droite. À une distance de 300 mètres, distance standard de travail de sniper, la déviation serait de 35 mètres. Les Allemands couvriraient de feu une position qui est à 35 mètres, à gauche de la vraie. 35 mètres, la différence entre la vie et la mort. Sokolov dévissa l'embout, le cacha dans son sac à dos et quitta l'usine. Il était 11 h du matin le 10 août. Il lui restait 4 jours avant le début de l'offensive dont avait parlé le major Kuznetsov. 4 jours pour apprendre à tirer avec l'embout, 4 jours pour comprendre comment compenser la déviation lors de la visée, 4 jours pour transformer ce morceau de fer brut en arme mortelle. Mais l'essentiel était fait. Il avait une possibilité, la possibilité de tirer en restant invisible. Le 11 août à 8 h du matin, Sokolov se rendit au front. Il n'avait pas dormi de la nuit, élaborant un plan. Il avait besoin d'une situation de combat réelle pour tester son embout, mais pas assez dangereuse pour risquer sa vie sans nécessité. Il choisit un secteur du front près de l'élévateur détruit sur la rive de la rivière Oudi. C'était une zone relativement calme. Il n'y avait pas eu d'action de combat actives ici depuis une semaine. Les Allemands contrôlaient la rive ouest, les troupes soviétiques la rive est, distance entre les positions environ 350 mètres d'espace ouvert, criblé de cratères et jonché de débris. Les Allemands avaient installé un poste d'observation dans les restes d'un château d'eau sur la rive ouest. De là, ils contrôlaient les approches du pont qui avait été détruit au début de l'été, mais dont les piliers en béton dépassaient encore de l'eau boueuse. Le renseignement soviétique avait rapporté que dans la tour se trouvait en permanence un observateur allemand avec des jumelles et un poste radio. Sa tâche, repérer tout mouvement sur la rive est et appeler le feu d'artillerie. À cause de cet observateur, les unités soviétiques ne pouvaient pas transférer de renforts de jour. Il fallait attendre la nuit, quand la visibilité tombait. Éliminer l'observateur avait été tenté 3 fois.
les 3 fois sans succès. Le premier sniper tira d'une fenêtre de maison abandonnée, tua l'observateur, mais 2 minutes plus tard, des mortiers frappèrent la maison. Le sniper périt. Le deuxième sniper essaya de tirer d'une plus grande distance, 500 mètres, et manqua. Les Allemands remplacèrent l'observateur et renforcèrent dans la garde de la tour. Le troisième sniper n'eut même pas le temps de tirer. Il fut repéré lors du déploiement en position et couvert par le feu de mitrailleuses. Après cela, le major Kuznetsov ordonna de laisser cette cible tranquille. Trop de pertes pour un seul observateur. Mais Sokolov avait besoin précisément d'une telle cible, bien protégée, mais pas critiquement importante. S'il échouait, la perte serait minimale. S'il réussissait, il prouverait que sa méthode fonctionnait. Sokolov choisit une position au 3e étage d'un immeuble d'habitation à moitié détruit à 150 mètres de la rive du fleuve. L'immeuble avait été bombardé, le toit s'était effondré, les murs étaient fissurés, mais le 3e étage tenait encore. La plupart des fenêtres étaient soufflées, ce qui donnait plusieurs options pour tirer. Il était important de choisir les bonnes fenêtres. Sokolov étudia l'immeuble pendant 1 heure. Il trouva 2 pièces situées côte à côte avec des fenêtres donnant à l'ouest, vers les positions allemandes. Les pièces étaient séparées par une cloison fine, partiellement détruite. Le plan était simple. Il installerait le fusil avec l'embout dans la pièce de gauche, mais le dirigerait de façon à ce que la balle vole vers la pièce de droite. L'éclair du tir serait visible à la fenêtre de gauche. Les Allemands penseraient qu'ils tirent de là, couvriraient la pièce de gauche de feu, et lui serait assis dans la pièce de droite en sécurité, théoriquement. Sokolov apporta avec lui quelques planches et des sacs de sable. Il passa 2 heures à construire des abris dans la pièce de droite. Une barricade basse près de la fenêtre qui le protégerait des éclats, si quelque chose tournait mal. Dans la pièce de gauche, il installa son fusil sur un support improvisé fait de briques et de débris de poutres. Le fusil était dirigé vers la fenêtre de la pièce de gauche, mais avec l'embout courbant la trajectoire vers la droite. Il calcula soigneusement l'angle, l'embout déviait la balle de 6,5 degrés. À une distance de 450 mètres jusqu'à la cible, distance de sa position à la tour. Cela donnait une déviation latérale d'environ 50 mètres. Donc, s'il voulait toucher la tour, il devait viser 50 mètres à gauche de la tour, ou, vu de sa position, diriger la visée sur un point qui se trouvait considérablement à gauche de la cible réelle. Le problème était que la lunette n'était pas conçue pour de telles déviations. La lunette montrait le point de visée selon la ligne droite du canon. Mais le canon n'était plus droit. Sokolov dut improviser. Il utilisa l'échelle latérale de la lunette, habituellement utilisée pour la correction du vent latéral, en réglant la déviation maximale. Mais ce n'était pas suffisant, il dut viser à l'œil en utilisant le bord de la fenêtre comme repère supplémentaire. C'était loin de la précision idéale. À l'usine, en tirant à 30 mètres, il pouvait contrôler l'impact. Mais à 450 mètres, avec un tel système de visée improvisé, la probabilité de toucher chutait catastrophiquement. Mais Sokolov n'avait pas le choix. C'était le seul moyen de vérifier la théorie en conditions de combat. Tout était prêt. Le fusil installé, l'embout vissé, la cartouche dans la chambre. Sokolov était allongé dans la pièce de droite, regardant de derrière les sacs de sable. Il voyait la tour aux jumelles, construction en béton gris avec d'étroites fentes d'observation. Dans l'une des fentes voit se dessiner une silhouette sombre. L'observateur. Sokolov descendit dans la pièce de gauche, s'approcha furtivement du fusil, visa. Le réticule de la lunette pointait loin à gauche de la tour, presque sur un champ vide. Cela paraissait absurde. Chaque instinct, développé pendant 22 mois de guerre, criait qu'il visait mal. Mais il fit confiance aux mathématiques. Inspiration profonde, expiration, rétention du souffle. Doigt sur la gâchette, tir. Le fracas du tir l'assourdit dans l'espace confiné de la pièce. L'éclair illumina les murs. Sokolov n'attendit pas. Il se précipita de retour dans la pièce de droite, se glissa derrière la barricade et saisit les jumelles. 15 secondes, 30, 45. Dans la tour, il n'y avait pas de mouvement, il avait manqué. Sokolov jura. Tout le travail était gâché. Il prit le fusil, dévissa l'embout, le mit dans son sac. Il fallait battre en retraite avant que les Allemands ne commencent. Juste à ce moment, un obus de mortier frappa la pièce de gauche. L'explosion fut assourdissante. Le mur gauche s'effondra partiellement. Un nuage de poussière et de fumée remplit l'étage.
Sokolov se baissa instinctivement derrière les sacs de sable, couvrant sa tête de ses bras. Deuxième obus. Troisième. Quatrième. Les Allemands traitaient méthodiquement la pièce de gauche, d'où, selon eux, le tir avait été fait. Mais Sokolov était dans la pièce de droite, entier, indemne. Le bombardement dura 3 minutes. Quand les explosions cessèrent, Sokolov jeta prudemment un coup d'œil de derrière l'abri. La pièce de gauche n'existait plus. Les murs s'étaient écroulés. Le plancher s'affaissait. Tout était enseveli sous les décombres. S'il était resté là après le tir, il aurait été mort. Mais il était vivant. L'embout avait fonctionné. Les Allemands avaient repéré l'éclair, déterminé la position et couvert de feu exactement l'endroit d'où, pensaient-ils, le tir avait été fait. Il ne soupçonnait Ento même pas que Sokolov se trouvait dans la pièce voisine. Il avait survécu. Il est vrai qu'il avait manqué. L'observateur dans la tour était vivant. Mais c'était un problème de visée, pas un problème de concept. Le concept fonctionnait parfaitement. Sokolov descendit au premier étage et quitta le bâtiment par la sortie arrière. Il se déplaçait rapidement, courbé, utilisant les cratères et les débris comme abri. 10 minutes plus tard, il était en sécurité dans la tranchée des positions soviétiques. Il s'assit, adossé au mur de terre, et sortit son carnet. De main tremblante d'adrénaline, il nota « 11 août ». Eh bien, distance 450 mètres. L'embout a dévié la trajectoire, comme prévu. Les Allemands ont couvert de feu la fausse position. J'ai survécu, raté à cause d'une mauvaise visée. Correction nécessaire. Il ferma le carnet et regarda le ciel. Les nuages dérivaient lentement, indifférents à la guerre en bas. Il avait 3 jours avant l'offensive, 3 jours pour apprendre à viser correctement, 3 jours pour transformer la survie en efficacité. Mais l'essentiel, il avait déjà prouvé qu'on pouvait tirer, sans mourir du feu de riposte. Cela changeait tout. Le 12 août, Sokolov passa toute la journée à travailler sur le système de visée. Le problème était clair. La lunette optique standard PU montrait le point de visée selon la ligne droite du canon, mais avec l'embout, le canon n'était plus droit. Il lui fallait un moyen de compenser la déviation de 6,5 degrés. Il retourna à l'usine de tracteurs avec le fusil, l'embout et une poignée de cartouches qu'il avait échangées à l'intendant contre sa ration quotidienne de pain. La faim, on peut l'endurer. La mort d'un tir imprécis, non. Sokolov installa une nouvelle cible dans la cour de l'usine. Grande feuille de contreplaqué sur laquelle il traça une grille, avec des divisions de 5 cm. Il recula à 50 mètres, vissa l'embout sur le fusil, visa le centre de la cible et tira. La balle partit à droite de 17 cm. Il fit une marque dans le carnet, puis déplaça le point de visée vers la gauche, utilisant le bord du guidon comme repère, et tira à nouveau. Cette fois, la balle passa à 9 cm du centre. Plus proche, mais encore insuffisant. Les 6 heures suivantes, Sokolov tira méthodiquement, nota les résultats, corrigea la visée et tira à nouveau. À la fin de la journée, il ne lui restait que 3 cartouches. Mais il avait trouvé une régularité. En utilisant l'embout, il devait viser de façon à ce que le bord gauche du réticule soit sur la cible et le centre du réticule environ à la largeur d'une paume à gauche de la cible. À une distance de 50 mètres, cela donnait une déviation de 16-17 cm. À une distance de 300 mètres, environ 1 mètre, à une distance de 450 mètres, 1 mètre et demi. C'était gérable, inhabituel, contre nature, mais gérable. Sokolov utilisa les 3 dernières cartouches pour vérifier son système. Les 3 tirs tombèrent dans un rayon de 30 cm du centre de la cible à une distance de 50 mètres. Pour un travail de sniper, c'était une précision médiocre, mais pour ses objectifs suffisante. Le 13 août, il retourna à la tour d'eau. Cette fois, il choisit une autre position. Pas l'immeuble détruit, mais un entrepôt à moitié effondré à 200 mètres au sud du point précédent. Les Allemands couvraient déjà de feu l'ancienne position, donc y apparaître était mortellement dangereux. L'entrepôt était à 1 étage, avec un toit effondré et des fenêtres soufflées. Sokolov trouva un angle d'où il avait une bonne vue sur la tour, mais lui-même restait dans l'ombre, caché de l'observation. Distance jusqu'à la cible 410 mètres. Un peu plus proche qu'hier. Il répéta le même schéma, installa le fusil avec l'embout à une fenêtre, et lui-même se coucha à une autre fenêtre à quelques mètres sur la droite. Il visa, utilisant son nouveau système, le bord gauche du réticule sur la fente d'observation de la tour, le centre du réticule à un demi-mètre à gauche.
Le moment était bon. Le soleil déclinait vers l'ouest, brillait dans le dos des Allemands. Mauvaise condition pour leurs observateurs. Bonne condition pour Sokolov. Il expira, retint son souffle, pressa doucement la gâchette. Tir, éclair. Sokolov se précipita vers son abri, saisit les jumelles. Dans la tour, quelque chose avait changé. La silhouette dans la fente d'observation tressaillit et disparut. Impact. Sokolov n'attendit pas. Il savait ce qui allait commencer maintenant. Il attrapa le fusil, dévissa l'embout, le fourra dans son sac et courut vers la sortie. Le premier obus de mortier tomba 45 secondes après le tir. Il frappa exactement la partie de l'entrepôt, d'où l'éclair avait été visible. Sokolov était déjà à 30 mètres du bâtiment, il courait, courbé vers le cratère le plus proche. Deuxième obus, troisième, quatrième. Les Allemands démolissaient méthodiquement l'entrepôt en miettes, mais Sokolov était en sécurité. Il atteignit les tranchées soviétiques, sauta dedans et s'adossa au mur de terre, respirant lourdement. Les mains tremblaient, le cœur battait, mais il était vivant et il avait tué l'observateur allemand. Premier homicide confirmé avec l'utilisation de l'embout. Le soir du même jour, le commandant Kuznetsov vint le voir. « Sokolov, dit le commandant, en s'asseyant au bord de la tranchée. On dit que tu as éliminé l'observateur dans la tour, celui-là même que 3 de nos tireurs n'ont pas pu atteindre. Parfaitement, camarade commandant. Comment as-tu réussi cela ?» Sokolov resta silencieux quelques secondes, réfléchissant à la réponse. Il pouvait mentir, dire que c'était juste de la chance, il pouvait se taire, invoquant les secrets de sniper. Mais le commandant Kuznetsov était un homme intelligent. Il méritait la vérité. « J'ai fabriqué un dispositif, camarade commandant. Il courbe la trajectoire de la balle. Les Allemands voient au l'éclair du tir à un endroit et la balle vole d'un autre. Il couvre de feu un endroit vide et je reste indemne. » Kuznetsov plissa les yeux. « Courbe la trajectoire. Comment est-ce possible ?» Sokolov sortit l'embout de son sac et le montra au commandant. « C'est un embout pour le canon, camarade commandant. Un tube courbé. La balle passe par la courbe et sort à un angle. À une distance de 400 mètres, la déviation est d'1,5 mètre. L'éclair est visible là d'où je tire, mais la trajectoire de la balle indique un autre point. » Kuznetsov prit l'embout, le tourna dans ses mains, regarda à travers l'ouverture vers la lumière. « Tu as fait ça toi-même ?»« Parfaitement, avec des débris à l'usine. Et ça marche. J'ai tué l'observateur, camarade commandant, et je suis resté vivant. »« Ça marche !» Kuznetsov rendit l'embout à Sokolov. « Demain commence l'offensive, dit-il. Nous devons déloger les Allemands de la rive ouest du fleuve. Là se sont retranchés des officiers d'état-major, coordonnant la défense de tout le secteur. Le renseignement a compté au moins 20 officiers dans les abris derrière la première ligne de défense. Si tu peux en éliminer au moins la moitié avant le début de l'assaut, nos pertes seront trois fois moindres. Je suis prêt, camarade commandant. Alors tu as une mission. De l'aube au soir, le 14 août, tu travailles sur les officiers allemands. Tu tues toujours tous ceux que tu vois. Tu ne recules pas, tu ne te caches pas, tu tues simplement. Peux-tu faire ça ?» Sokolov regarda son embout, ce bout de fer grossier, lourd, couvert de rayures, qui pouvait tout changer. « Je peux, camarade commandant. » Le 14 août 1943, à 5h30 du matin, quand les premiers rayons de soleil commençaient juste à dorer le ciel oriental, le sergent-chef Danil Sokolov prit position au 2e étage d'un moulin détruit à 189 mètres de la rive ouest du fleuve Oudi. Il avait 10 heures. 10 heures avant le début de l'offensive. 10 heures pour tuer autant d'officiers allemands que possible et priver l'adversaire de commandement. Sokolov avait étudié les positions allemandes dès hier soir, utilisant les jumelles et les données du renseignement. Les Allemands s'étaient retranchés solidement. La première ligne de défense consistait en tranchées, nids de mitrailleuses et barbelés. Derrière elle, à environ 150 mètres, se trouvaient les abris d'état-major, refuges enfouis dans la terre avec des couvertures en rondins. De là, les officiers coordonnaient les actions des unités, communiquaient avec l'artillerie, donnaient les ordres. Les officiers pouvaient être identifiés par plusieurs signes. Ils portaient des jumelles au cou. Ils avaient des porte-cartes avec des plans. Ils se déplaçaient avec plus d'assurance que les simples soldats et des agents de liaison couraient souvent vers eux avec des rapports. La tâche de Sokolov était simple dans sa formulation et extrêmement complexe dans son exécution. Repérer les officiers sortant des abris et les tuer avant qu'ils ne retournent à l'abri.
Il installa le fusil sur le rebord d'une fenêtre brisée du moulin. L'embout était vissé. Lui-même était allongé à 3 mètres sur la droite derrière un tas de sacs de farine qui avaient pétrifié avec le temps et l'humidité et servaient maintenant de bonne protection contre les éclats. Distance jusqu'aux abris allemands, environ 320 mètres. À cette distance, la déviation de la trajectoire due à l'embout était d'environ 1,20 m, gérable. Sokolov dirigea les jumelles vers les positions allemandes et se mit à attendre. Le premier officier apparut à 5h50. Il sortit de l'abri, allumant une cigarette et s'arrêta à l'entrée, regardant l'aube. Des jumelles pendirent à son cou, une carte à la main. Lieutenant, à en juger par les épaulettes. Sokolov roula jusqu'au fusil, visa. Le bord gauche du réticule sur l'officier, le centre du réticule. 1,20 m à gauche, il expira et tira. Le lieutenant allemand tomba, laissant tomber la carte. Sokolov roula immédiatement derrière les sacs. 10 secondes, 20, 30. Un obus de mortier frappa le moulin, mais pas là où était allongé Sokolov. L'obus toucha la partie gauche du bâtiment, là d'où l'éclair du tir avait été visible. Le mur s'effondra partiellement, mais la partie droite, où se trouvait Sokolov, tint bon. Il rampa vers une autre fenêtre à 10 mètres de la première et y installa le fusil. Le même schéma tiré d'un endroit se cachait dans un autre. De l'abri sortirent 2 officiers. Ils se disputaient sur quelque chose, gesticulant. L'un tenait une carte. Sokolov tira. L'officier avec la carte se saisit la gorge et s'écroula. Le second se précipita de retour dans l'abri. Le tir de riposte arriva 35 secondes plus tard. Les Allemands couvrirent de mortier la fenêtre d'où Sokolov avait tiré, mais Sokolov était déjà à l'autre bout de la pièce derrière un mur de briques. 3e tir, à 7h10. Un capitaine allemand sortit en courant de l'abri pour donner un ordre à un groupe de soldats. Sokolov l'atteignit à la poitrine. Le capitaine tomba face dans la boue. À 7h du matin, Sokolov avait tué 6 officiers allemands. Le moulin était à moitié détruit par le tir de riposte, mais il continuait à changer de position, se cacher, tirer à nouveau. Les Allemands commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils repéraient les éclairs des tirs, couvraient de feu les positions supposées, mais le tireur continuait à travailler. Les officiers cessèrent de sortir des abris un par un. Maintenant, ils se montraient brièvement, donnaient rapidement des ordres et se cachèrent de nouveau. Mais Sokolov était patient. Il attendait des heures, observant aux jumelles, cherchant la moindre opportunité. À 8h15, un commandant allemand sortit de l'abri central accompagné de 2 soldats de garde. Il marchait vite, se dirigeant vers l'abri voisin. Sokolov tira en mouvement. Tir risqué, parce qu'une cible en mouvement est plus difficile à toucher. Le commandant trébucha et tomba. Sokolov ne savait pas s'il avait touché juste, mais le commandant fut immédiatement saisi par les soldats et traîné de retour à l'abri. Peut-être une blessure, peut-être un homicide, peu importe. L'officier était hors de combat. À midi, le moulin n'était plus que des ruines. Toutes les fenêtres étaient soufflées, 2 murs partiellement effondrés. Le plancher entre les étages s'était effondré à plusieurs endroits. Sokolov se déplaça au premier étage, travaillant de derrière les débris des meules du moulin. Le compte des officiers tués atteignit 11. Les Allemands étaient dans la confusion. Ils ne pouvaient pas comprendre d'où venait le feu. Chaque fois qu'ils repéraient un éclair et couvraient la position de feu, le tireur se trouvait ailleurs. Certains soldats allemands commencèrent à penser qu'ils étaient mitraillés par tout un groupe de tireurs d'élite travaillant de manière synchrone. En réalité, c'était un seul homme avec un morceau de métal courbé. Les Allemands tentèrent de déloger Sokolov par un tir d'artillerie. Ils déversèrent 6 obus d'affilée sur le moulin. Le bâtiment tremblait sous les explosions. Des morceaux de murs volaient dans tous les sens. La poussière et la fumée remplissaient tout l'espace. Quand le tir cessa, Sokolov se releva de derrière l'abri, secoua la poussière de sa vareuse et vérifia son fusil. Il était intact. L'embout aussi. Il était vivant. Il tua le 12e officier, un jeune lieutenant qui s'était imprudemment exposé hors de la tranchée pour regarder aux jumelles. Le 13e, un officier des transmissions qui courait entre les abris avec un poste radio sur le dos. À 16h, le moulin brûlait. Les Allemands l'avaient incendié avec des obus incendiaires, espérant que le feu chasserait le tireur d'élite ou le tuerait.
Sokolov quitta le bâtiment par une brèche dans le mur arrière et se déplaça vers une nouvelle position dans la cave d'une maison détruite à 100 mètres au nord. De là, il continua son travail, le 15e officier, le 16e en quelques minutes. Le commandement allemand fut pris de panique. Les officiers avaient peur de sortir des abris. La gestion des unités fut perturbée. Les ordres étaient transmis par de simples soldats qui ne comprenaient pas toujours le sens des instructions. Les communications entre l'état-major et les unités avancées se détériorèrent. À 18h précises, commença la préparation d'artillerie soviétique. C'était le signal pour Sokolov. Son travail était terminé. L'offensive commençait. Il dévissa l'embout, le cacha dans son sac, chargea le fusil de manière habituelle et commença son repli vers les positions soviétiques. En 14 heures de travail, il avait tiré 34 coups, tué 16 officiers allemands de manière confirmée. 3 autres étaient blessés, à en juger par la façon dont ils étaient évacués du champ de bataille. Il avait utilisé 34 cartouches, changé 4 positions, survécu à 27 tirs de mortier et 3 frappes d'artillerie et était resté vivant. Quand Sokolov revint à l'emplacement de son bataillon, il faisait déjà nuit. Les troupes soviétiques prenaient d'assaut les fortifications allemandes sur la rive ouest. On entendait des rafales d'armes automatiques, des explosions de grenades, des cris « Hurrah !» Le major Kuznetsov le rencontra près de l'abri de l'état-major. « Sokolov !» cria-t-il en tapant le tireur d'élite sur l'épaule. Les Allemands ne savaient pas où tirer. Leurs officiers se terraient dans les abris toute la journée. Le commandement était paralysé. Quand l'attaque a commencé, ils n'ont pas pu organiser une défense normale. Nous avons pris leur position avec des pertes minimales. Sokolov hocha silencieusement la tête. Il était trop fatigué pour se réjouir. « Combien en as-tu tué » demanda Kuznetsov. « 16 confirmés, camarade major. Peut-être 3 autres blessés. » Kuznetsov siffla. « 16 en un jour. C'est un record. » Il regarda le sac de Sokolov où se trouvait l'embout. « Et tout ça grâce à ton truc. » »« Exactement. Je veux que tu apprennes aux autres tireurs d'élite. Si ce truc donne un tel avantage, chacun de nos tireurs doit en avoir un. » Sokolov secoua la tête. « Ce n'est pas si simple, camarade major. L'embout doit être fait pour un fusil spécifique. Chaque fusil a ses particularités. Déviation de la visée, usure du canon, jeu des pièces. L'embout qui fonctionne sur mon fusil peut ne pas fonctionner sur un autre. De plus, il faut apprendre à tirer avec. C'est un travail de tireur d'élite inhabituel. Il faut réapprendre au cerveau, viser incorrectement pour toucher correctement. Combien de temps faut-il pour faire un embout ? 3-4 jours. S'il y a les matériaux et les outils, encore 2-3 jours pour former le tireur. » Kuznetsov réfléchit. « Nous n'avons pas 3-4 jours maintenant. Nous avançons. Nous nous déplaçons rapidement. Il n'y a pas de temps pour fabriquer des dispositifs. » Il regarda Sokolov. « Mais toi, continue à utiliser ton truc. Travaille sur les officiers, perturbe le commandement, crée le chaos. C'est ta mission pour la semaine prochaine. Compris, camarade major. » Sokolov retourna à son abri, tomba sur le bas de flanc et s'endormit instantanément, sans se déshabiller. Le lendemain matin, le 15 août, il repartit à la chasse. Les 9 jours suivants furent identiques. Sokolov se réveillait à l'aube, se déployait en position, installait le fusil avec l'embout, cherchait les officiers allemands et les tuait. Chaque jour, il changeait de position. Chaque jour, les Allemands essayaient de le trouver. Chaque jour, il couvrait de feu des endroits vides. Et Sokolov continuait à tirer. Le 15 août, 4 officiers tués. Le 16e, le 17e, 3. Ce jour-là, Sokolov faillit mourir quand un tireur d'élite allemand faillit repérer sa vraie position. La balle passa à 5 cm de sa tête. Le 18e, 6 officiers. Le 19e, 4. Le 20e, 1. Les Allemands devinrent plus prudents. Les officiers ne se montraient presque plus. Le 21, 2. Le 22, 5. Le 23, 4. Le soir du 23 août, quand les troupes soviétiques prirent Kharkov et que les Allemands commencèrent leur retraite vers l'ouest, Sokolov avait tué 53 officiers allemands en 10 jours. 53 commandants qui ne donneraient plus d'ordre, ne coordonneraient plus la défense, ne planifieraient plus de contre-attaque. 53 tirs après lesquels Sokolov restait vivant. 0 perte de son côté. Les Allemands ne comprirent jamais comment il faisait. Ils offrirent une récompense pour sa tête, 5000 Reichsmark. Ils l'appelaient le tireur fantôme, parce qu'il ne pouvait
pas trouvé ses positions. Il pensait que c'était un groupe de tireurs d'élite travaillant selon une nouvelle tactique. Il ne savait pas que c'était un seul homme avec un morceau de métal, courbé. Le 24 août, le major Kuznetsov convoqua Sokolov à l'état-major du bataillon. Sokolov, le commandement de la division veut savoir comment tu as éliminé 53 officiers en 10 jours et est resté indemne, dit Kuznetsov. Ils exigent un rapport. Sokolov sortit son embout et le posa sur la table. Voici mon rapport, camarade major. Kuznetsov prit l'embout, le tourna dans ses mains. C'est tout ? C'est tout. Ils ne croiront pas. Ils diront que c'est juste un morceau de métal, alors qu'ils essaient eux-mêmes de tuer 53 officiers en 10 jours, répondit calmement Sokolov. Kuznetsov sourit. Bien, j'écrirai un rapport, je décrirai ton dispositif et les résultats, je l'enverrai à l'état-major de la division. Ce qui se passera ensuite, je ne sais pas. Peut-être qu'ils oublieront, peut-être qu'ils s'intéresseront. Une semaine plus tard, un ingénieur-major avec un groupe de techniciens arriva de l'état-major de la division. Ils examinèrent l'embout de Sokolov, prirent toutes les mesures, firent des plans, posèrent 100 questions sur le principe de fonctionnement, la précision du tir, la solidité de la construction. Puis ils partirent en promettant de revenir. Ils ne revinrent pas. Sokolov continua à combattre. Il fut transféré sur d'autres sections du front, Poltava, Kremenchuk, Kirovograd. Il portait toujours son embout avec lui et l'utilisait quand il fallait travailler sur des cibles bien protégées. À la fin de 1943, il avait à son compte 208 éliminations confirmées. Parmi elles, 86 avaient été réalisées avec l'embout. D'autres tireurs d'élite connaissaient fois sa méthode, certains essayèrent de la reproduire. Un sergent nommé Makarov fabriqua son propre embout à partir de débris d'une mitrailleuse allemande. Il fonctionnait, mais la précision était terrible. Makarov ne réalisa que 7 éliminations avec, puis abandonna l'idée. Personne d'autre ne put utiliser efficacement la méthode de Sokolov. Cela exigeait une combinaison unique de compétences, savoir travailler le métal, comprendre la balistique, avoir la patience d'apprendre à tirer avec une trajectoire déviée et le courage froid de travailler sous le feu. Sokolov avait tout cela. En janvier 1944, il fut proposé pour le titre de Héros de l'Union soviétique. Il reçut la distinction en mars à Moscou des mains de Mikhail Ivanovitch Kalinin lui-même, président du Présidium du Soviet suprême de l'URSS. Lors de la cérémonie, on lui demanda comment il avait réussi à survivre si longtemps, alors que la plupart des tireurs d'élite mouraient dans les premiers mois de la guerre. « J'ai appris à tirer d'où je ne suis pas », répondit Sokolov. Les journalistes ne comprirent pas. Ils décidèrent que c'était une métaphore. Seuls quelques-uns savaient que c'était la vérité littérale. La guerre se termina pour le sergent-chef Daniil Konstantinovitch Sokolov, le 9 mai 1945 à Prague. À ce moment-là, il avait à son compte 362 éliminations confirmées. Il avait parcouru le chemin de Kharkov à la Tchécoslovaquie, survécu à une blessure à l'épaule près de Kirovograd, une commotion près de Iachi et des gelures aux pieds dans les Carpates. Son embout avait traversé toute la guerre avec lui. Il était rayé, cabossé, couvert de rouille par endroits, mais fonctionnait encore. Sokolov le conservait comme une relique, l'enveloppait dans un chiffon huilé, le portait dans un étui séparé. Après la guerre, Sokolov retourna à Toula. La ville était détruite par les bombardements, mais l'usine d'armement était déjà en reconstruction. On lui proposa un poste de maître formateur dans l'atelier de production de fusils de précision. Il accepta. Au cours des 20 années suivantes, Sokolov forma de jeunes armuriers aux subtilités de la fabrication d'armes précises. Il leur racontait comment la température du métal affecte la résistance du canon, comment le moindre écart dans le diamètre de lame du canon peut ruiner la précision, combien chaque détail, chaque millimètre, chaque rayure était important. Parfois après le travail, quand les jeunes maîtres rentraient chez eux, Sokolov restait seul dans l'atelier. Il sortait de la vieille caisse son embout de front, le posait sur l'établi et le regardait longuement à la lumière de la lampe à pétrole. Ce morceau de fer lui avait sauvé la vie. Ce morceau de fer avait tué 86 personnes. Ce morceau de fer avait changé les règles du jeu, même si ce fut pour peu de temps, même si ce fut seulement pour lui. Sokolov pensait souvent « Et si j'avais montré mon invention plus tôt ? Et si les ingénieurs soviétiques avaient pris son idée et l'avaient lancée en production de masse, combien de tireurs d'élite seraient restés vivants ?
combien d'officiers allemands auraient été tués. Mais l'histoire ne connaît pas le conditionnel. Ce qui fut, fut. En 1958, Sokolov fut invité à intervenir lors d'une conférence d'ingénieurs militaires à Moscou. Thème de la conférence, innovation des conditions de front, expérience de la Grande Guerre patriotique. Sokolov prit avec lui son embout et en parla. Il expliqua le principe de fonctionnement, montra les plans qui s'étaient conservés dans son vieux carnet, décrivit l'application au combat. Les ingénieurs écoutaient avec intérêt, posaient des questions, prenaient des notes. Un jeune major spécialiste en balistique se leva et dit « Camarade Sokolov, votre dispositif présente un intérêt énorme du point de vue tactique, mais il a un défaut important, la perte de précision. La déviation de la trajectoire réduit inévitablement la dispersion du tir. À des distances supérieures à 400 mètres, la probabilité de toucher tombe en dessous de 40%. » Sokolov hocha la tête. « Vous avez raison, camarade major. La précision était mauvaise, mais la précision n'est pas la seule chose qui compte à la guerre. La survie est aussi importante. Je préférais avoir 40% de chances de toucher et 90% de chances de survivre, plutôt que 80% de chances de toucher et 10% de chances de survivre. » Le major se rassit, réfléchissant à ce qui avait été dit. Un autre ingénieur, un colonel d'une cinquantaine d'années, avec l'ordre du drapeau rouge sur la poitrine, se leva et demanda « Danil Konstantinovitch, avez-vous essayé de perfectionner votre dispositif après la guerre, d'utiliser de meilleurs matériaux, un usinage plus précis, hein ?»« Non, répondit Sokolov. La guerre était finie. La nécessité avait disparu. De plus, la technologie militaire moderne se développe dans une autre direction. Maintenant, les tireurs d'élite ont des silencieux qui suppriment l'éclair. Il y a des fusils à longue portée avec une optique de haute qualité. Il y a une tactique de travail en binôme, quand un tireur détourne l'attention et l'autre frappe la cible. Mon dispositif était une solution pour 1943. Maintenant, c'est 1958. Les temps ont changé. Le colonel hocha la tête. Néanmoins, votre expérience est précieuse. Vous avez montré que même dans des conditions de retard technologique, on peut trouver une solution en utilisant la pensée d'ingénieurs et des matériaux de fortune. C'est une leçon importante pour nous tous. Après la conférence, un général-major aux cheveux gris s'approcha de Sokolov, chef d'un des instituts de recherche du ministère de la Défense. « Danil Konstantinovitch, dit-il en serrant la main de Sokolov, j'aimerais prendre votre embout pour l'étudier. Nous le placerons dans un musée de technologie militaire. Il mérite d'être conservé pour l'histoire. » Sokolov regarda son embout qu'il tenait dans ses mains, usé, abîmé, couvert de traces de guerre. « Non, dit-il doucement. Merci, camarade général-major, mais non. Ce truc a traversé la guerre avec moi. Il fait partie de moi. Je veux qu'il reste avec moi. » Le général-major n'insista pas. Sokolov conserva l'embout jusqu'à la fin de ses jours. Quand il mourut en 1981 à l'âge de 69 ans, sa fille Maria trouva l'embout dans une vieille caisse avec des affaires du front. Lettres, photographies, décorations, carnets avec des chiffres et des schémas. Elle ne savait pas ce que c'était. Juste un morceau de métal courbé. Elle voulut le jeter, mais se ravisa. Elle l'apporta au musée de l'usine d'armement de Toula et le donna avec d'autres affaires de son père. Maintenant, l'embout de Sokolov est conservé dans les réserves du musée. Il n'est pas exposé, on n'écrit pas sur lui dans les livres. Il repose simplement dans une boîte avec l'inscription « Dispositif artisanal de destination inconnue, 1943 ». Musique, les gardiens du musée ne connaissent pas son histoire. Ils ne savent pas que ce morceau de métal a sauvé la vie de l'un des meilleurs tireurs d'élite de la Grande Guerre patriotique. Ils ne savent pas qu'avec ce morceau de fer, 86 officiers allemands ont été tués. Ils ne savent pas que ce dispositif a temporairement changé l'équilibre des forces sur une section du front. Mais ceux qui ont combattu aux côtés de Sokolov se souviennent, le major Kuznetsov, qui vécut jusqu'en 1977, écrivit dans ses mémoires sur un tireur d'élite qui tirait depuis des endroits invisibles et terrorisait les officiers allemands. Il ne décrivit pas le dispositif en détail. La censure militaire avait coupé ces parties du texte, mais il transmit l'essentiel. Plusieurs vétérans de la 128e division de fusiliers racontaient à leurs petits-enfants le tireur fantôme qui tuait les Allemands et restait insaisissable. Ils ne comprenaient pas comment il faisait, mais ils voyaient à quoi les résultats, et Sokolov lui-même ne se vantait jamais. Il n'écrivit pas de mémoire, ne donna pas d'interview.
Quand on l'interrogeait sur la guerre, il parlait brièvement et sans détail. « Je faisais mon travail », disait-il, comme des millions d'autres. Rien de spécial. Mais c'était spécial, parce que Sokolov montra ce qu'on oublie souvent dans les discussions sur la guerre. La guerre n'est pas gagnée seulement par les généraux et leur stratégie, seulement par les soldats et leur bravoure, seulement par les chars, les avions et l'artillerie. La guerre est gagnée par la pensée, la capacité de voir un problème et de trouver une solution, la capacité de prendre ce qu'on a sous la main, un morceau de métal, quelques outils, la connaissance des lois de la physique et de transformer cela en avantage. Sokolov était un armurier devenu tireur d'élite. Il comprenait l'arme non comme un soldat, mais comme un créateur. Il voyait le fusil non comme une donnée, mais comme un système qu'on peut modifier, améliorer, adapter à ses besoins. Quand la tactique standard du travail de tireur d'élite cessa de fonctionner, Sokolov ne se plaignit pas de l'absence de meilleur équipement. Il n'attendit pas que les ingénieurs de l'armée développent une solution. Il prit le problème entre ses mains et le résolut lui-même. Son embout était grossier, imparfait, loin d'une solution d'ingénierie optimale, mais il fonctionnait. Et c'était plus important que toutes les perfections théoriques. Dans le monde moderne, où la technologie militaire est créée dans des laboratoires et des usines, il est difficile d'imaginer qu'un homme avec une lime et un morceau d'acier puisse changer le cours des opérations militaires. Mais en 1943 dans Kharkov détruite, où il n'y avait pas d'approvisionnement normal, où les ingénieurs étaient occupés à des tâches plus importantes, où chaque jour des gens mouraient de problèmes non résolus, dans ce monde, l'ingéniosité d'un seul homme valait 50 vies ennemies et un nombre incalculable de vies sauvées de ses camarades. L'histoire de Danil Sokolov est une histoire sur le fait que la vraie arme de la guerre ne se trouve pas dans les mains, mais dans la tête. Que la pensée d'ingénierie peut être aussi meurtrière qu'une balle, que parfois la solution n'est pas de frapper plus fort, mais de frapper plus intelligemment. Les Allemands cherchaient Sokolov là où il n'était pas. Ils traquaient un fantôme. Ils couvraient de feu le vide parce que Sokolov avait appris à tromper non seulement leurs yeux, mais aussi leur logique, leur système de détection des cibles, leur confiance en leur propre supériorité. Un homme, un morceau de métal, 53 officiers tués en 10 jours. Et l'ennemi n'a jamais compris comment cela s'était produit. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique transformée en tactique. C'était la connaissance transformée en survie. C'était une guerre gagnée non par la force, mais par l'intelligence. Et cela n'était possible que parce qu'un armurier de Toula, devenu tireur d'élite, avait refusé de mourir selon les règles établies par l'ennemi. Il a changé les règles et a survécu. Son dispositif repose dans les réserves du musée, oubliées et non identifiées. Mais son idée vit dans chaque soldat qui cherche une solution non conventionnelle, dans chaque ingénieur qui adapte la technologie à de nouvelles conditions, dans chaque personne qui refuse d'accepter la défaite comme une fatalité. Danil Konstantinovitch Sokolov est mort en 1981. Il a été enterré au cimetière Vseksviatskoye à Toula, à côté de son père, qui autrefois lui avait appris à travailler le métal. Sur la pierre tombale sont gravés des mots simples: héros de l'Union soviétique, tireur d'élite, maître armurier. Aucune mention du dispositif, aucune mention des 53 officiers, aucune mention des angles trompeurs et des trajectoires déviées. Mais ceux qui comprennent savent. La guerre, ce n'est pas seulement du courage, c'est aussi de la pensée. Parfois, la pensée frappe plus juste que n'importe quelle balle.